Fin de la mission du Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde au Nord Kivu. Ce mardi, il a accordé une audience à plusieurs couches de la société, dont les députés provinciaux. Les forces armées ont libéré ce 12 avril les 4 membres de la task force dont Thomas Lubanga, des mains des miliciens Codeco en Ituri. Une libération rendue possible grâce à l'opération baptisée Tombeau vide menée par les unités spéciales de l'armée. Dépôt par la Commission électorale nationale indépendante de son rapport annuel avril 2021-mars 2022 à l'Assemblée nationale, il porte sur une description des activités menées et une analyse des résultats obtenus. Échange entre les journalistes de Kinshasa et l'inspection générale des finances. Au menu, comprendre notamment les missions de l'IGF. Vous êtes nombreux à nous suivre et vous faites bien, très heureuse de vous retrouver pour vous informer. On commence avec le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde qui a bouclé mardi sa mission officielle de 24 heures au Nord Kivu. Ce mardi, il a échangé avec plusieurs couches de la société, dont les députés provinciaux, la société civile et les chefs coutumiers. Toutes ces rencontres ont tourné autour de la situation sécuritaire dans l'est du pays et l'évaluation de l'état de siège. Les forces armées ont libéré mardi les 4 membres de la task force dont Thomas Lubanga des mains des miliciens Codeco en Ituri. Une libération rendue possible grâce à l'opération baptisée Tombeau et vide menée par les unités spéciales de l'armée. Aussitôt libérés, ils ont été présentés au gouverneur militaire de l'Ituri. L'émotion est tellement grande que je manque de mots pour remercier et féliciter notre armée. Nous étions dans le goulot d'étranglement. Il n'y avait plus d'issue pour nous. Vu les enchères qui étaient montées autour de nos personnes, nous constituons pour nos ravisseurs des trophées avec lesquels ils pouvaient faire des chantages autant qu'ils le voulaient et pendant des mois. Mais une coordination parfaite de nos forces armées avec les colonels qui étaient avec nous a conduit à défaire ce groupe qui ne réfléchit que le mal. Nous avons bénéficié des orientations véritablement professionnelles de la part de secteurs opérationnels, de la part de la garde républicaine, de la part de la maison militaire. Tout était mis en œuvre pour que notre libération puisse réussir. Et c'est une libération de guerriers, c'est une libération de bravoure. Et franchement, la task force est fière de notre armée. La promesse faite par le chef de l'État Félix Tshisekedi à la communauté kimbanguiste, celle de faire du 6 avril une journée chômée et payée, va bientôt se concrétiser. C'est l'assurance donnée par le président du Sénat, Modeste Bahati Lukwebo, lors de la plénière de lundi dernier, consacrée à l'audition de la ministre de la Culture, Arts et Patrimoine dans le cadre du contrôle parlementaire. Au cours de cette plénière, le président du bureau du Sénat a rassuré la communauté kimbanguiste et l'opinion nationale quant à l'aboutissement rapide du processus de la concrétisation de la promesse du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, à l'église de Jésus-Christ par son envoyé spécial, Simon Kimbangu, d'immortaliser le combat du prophète à travers son ministère. Pour Modeste Bahati Lukwebo, il ne reste plus que quelques formalités, notamment la convocation du Conseil national du travail par le ministre ayant le travail dans ses attributions. La ministre du Travail avait déjà introduit la demande depuis plusieurs semaines. Nous espérons que le ministre d'État au budget et le ministre des Finances vont faire diligence pour honorer cette promesse et cette décision qui a été prise par le chef de l'État. Aussitôt que le Conseil national du travail se réunit, eh bien, l'ordonnance sera sur la table du chef de l'État. Pour rappel, dans son discours devant les kimbanguistes en avril
2021 à l'occasion du centenaire de l'église kimbanguiste, le président Félix-Antoine Tshisekedi avait demandé aux speakers de 2 chambres du Parlement de faire de la date du 6 avril une journée chômée et payée sur l'ensemble du pays en mémoire du prophète Simon Kimbangu et la lutte qu'il a menée pour la libération de l'homme africain. Le président de la CENI, accompagné des membres du bureau et de la plénière de la centrale électorale, a déposé ce mardi auprès du président de l'Assemblée nationale le rapport annuel de son institution couvrant la période d'avril 2021 à mars 2022. Un rapport qui porte notamment sur une description des activités menées et une analyse des résultats obtenus. Au sortir de l'audience, Denis Kadima a confirmé l'ambition de la CENI d'organiser les élections de bonne qualité, crédibles et dans les délais requis et non dans la précipitation. Écoutez. Si nous présentons un rapport sur une durée plus longue que notre propre séjour à la CENI, c'est lié au fait qu'il y a la continuité du service. L'équipe qui est partie a travaillé durant la plus grande partie de cette période de notre rapport. Et nous, on est venu à la fin du mois d'octobre jusqu'au 31 mars. C'est ainsi que vous avez un rapport. Ça se fait selon le principe de la continuité du service. Ce que vous pouvez retenir, c'est que nous faisons une description des activités menées et une analyse des résultats obtenus. Évidemment, en expliquant le contexte dans lequel nous avons travaillé et le contexte général du pays sur le plan politique, sur le plan électoral, nous touchons aussi à ça. Et bien sûr, nous fondons aussi la chose sur notre stratégie, une stratégie que nous avons mise en place aussitôt que nous avons commencé, qui décrit notre vision, nos valeurs, les axes stratégiques, etc. Donc c'est plus ou moins ça, mais évidemment le rapport devra être lu par l'Assemblée nationale. Donc, je ne peux pas aller plus en détail que cela. La CENI a l'ambition d'organiser des élections bonne qualité et à temps, c'est-à-dire selon les délais constitutionnels. Nous n'allons pas le faire dans la précipitation, mais en fait nous travaillons au-delà des heures normales de travail. Ce n'est pas la précipitation, mais c'est plutôt l'assiduité qui caractérise notre travail, en dépit du fait que nous avons été, cette CENI a été mise en place avec 28 mois de retard. Et alors nous travaillons d'arrache-pied pour que les élections aient lieu à temps. De son côté, la dynamique pour une sortie de crise dénonce l'examen de la proposition de loi électorale annoncée pour jeudi 14 avril. Pour son coordonnateur national, Isanga Bonganga, la loi électorale ne peut être votée par le Parlement avant de vider la question relative à la loi sur la CENI. Pour la DISOC, la loi électorale et la loi sur la CENI doivent être consensuelles, c'est-à-dire adoptées par consensus entre toutes les parties prenantes au processus électoral. La DISOC invite toutes les forces politiques et sociales acquises au changement en vue d'une concertation demain mercredi 13 avril 2022 au lieu habituel en vue de lancer un appel pathétique au peuple congolais en général, aux Kinoises et Kinois en particulier, d'assister nombreux à la séance plénière et publique de l'Assemblée nationale convoquée ce jeudi 14 avril 2022 au Palais du Peuple, conformément à l'article 118 alinéa 2 de la Constitution, pour dire non et non à une loi électorale taillée sur mesure au profit du pouvoir en place. La DISOC déplore le fait qu'on lieu d'interpeller toute affaire cessante le Premier ministre Sama Lukonde sur la flambée des prix des produits alimentaires. Les citoyens Mbosso se lancent dans la provocation à l'endroit de notre peuple meurtri en recourant à l'examen et adoption éventuelle à souhait d'une proposition de loi électorale suicidaire qui constitue un énième coup d'État constitutionnel à l'instar de la recomposition frauduleuse de la majorité parlementaire, à l'installation d'une cour constitutionnelle partielle, à la mise en place d'une CENI non consensuelle. La DISOC invite instamment les honorables députés nationaux à accélérer l'examen de la motion de défiance contre les citoyens Mbosso devenus encombrants.
Les journalistes de Kinshasa conviés à l'inspection générale de finances, c'était pour connaître les missions et les conclusions de l'IGF, une rencontre qui s'inscrit dans le cadre d'une série d'échanges initiés par l'inspection générale des finances et les différentes couches sociales. La lutte contre la prédation financière enclenchée par le chef de l'État à travers l'IGF. Quel rôle pour les femmes et les hommes des médias? C'est le thème développé lors de la 5e journée des échanges citoyens organisés par l'Inspection générale des finances. Comprendre le travail de l'Inspection générale des finances. Merci beaucoup. Une centaine de journalistes a répondu présent à l'appel de l'inspecteur général, chef des services Jules Alinguete, pour être édifié sous la mission de l'Inspection générale des finances dans la lutte contre les détournements des deniers publics. Devant les hommes et femmes des médias, Jules Alinguete les sensibilise à jouer pleinement leur rôle dans le découragement des prédateurs en tant que quatrième pouvoir. Que lorsque vous découvrez des faits de mégestion ou des faits de détournement, que vous ayez une justice forte. Parce qu'on suppose que les gens qui ont géré il y a 1 année ou 2 ans peuvent ne plus être là. Et lorsque vous découvrez les faits, vous devez avoir des mécanismes juridiques efficaces pour les récupérer afin qu'ils puissent répondre des faits constatés. Pour Jean-Marie Kassamba, président de l'UNPC Kinshasa, cette sensibilisation tombe à point nommé, surtout que le président Félix Tshisekedi s'engage à traquer les fossoyeurs des deniers publics. C'était une très bonne chose que l'inspection générale des finances ait convié la presse nationale, et surtout celle de Kinshasa. J'ai amené tous ces journalistes pour qu'ils puissent s'abreuver d'abord aux sources, pour que la direction de l'IGF leur donne des informations précises, le mode de fonctionnement, les conclusions. Et Télé 50 et l'UNPC au niveau de la ville de Kinshasa fera toujours ce travail, on va dire, républicain, d'accompagner les actions qui doivent ne serait-ce que nettoyer l'environnement national pour que la bonne gestion, la bonne gouvernance soit démise en RDC. Il s'est de rappeler que cette activité s'inscrit dans le cadre des échanges citoyens initiés depuis l'an dernier par l'inspection générale des finances pour sensibiliser toutes les couches sociales à comprendre le travail qu'abat cette institution dans la lutte contre la prédation financière. En santé, le centre hospitalier Initiative Plus poursuit chaque année avec sa campagne médicale, notamment les interventions chirurgicales pour les patients souffrant d'arthrose. Marie-Olive Lembe-Kabila a salué l'expertise congolaise mise à contribution pour la réussite de ce projet. La main-d'œuvre locale doit parler au bénéfice des Congolais. Marie-Olive Lembe-Kabila, présidente de l'ASBL Initiative Plus OLK, qui croit au génie des spécialistes congolais, a tenu à féliciter l'équipe du centre hospitalier Initiative Plus, conduite par le docteur Ntalaja, médecin directeur, pour avoir associé le docteur Koumassa, spécialiste formé à l'extérieur du pays, à la campagne en faveur des patients souffrant d'arthrose, de la hanche, des genoux et d'autres pathologies orthopédiques. Vraiment à vous remercier, vous encourager et vous soutenir et vous rassurer de notre implication par rapport à la continuité de ce service-là dans ce que nous pouvons apporter comme solution à ceux qui en ont besoin. Une énième campagne devenue une routine au centre hospitalier Initiative Plus. Des interventions chirurgicales qui se réalisent dans de très bonnes conditions à RDC grâce au plateau technique du CHIP. Les patients, dont l'âge varie entre 60 et 75 ans, n'ont pas tari d'éloges à l'endroit de Marie-Olive Lembe-Kabila, qui, à travers cette campagne médicale, démontre son souci du bien-être vis-à-vis des Congolais. Profiter de cette opportunité pour féliciter maman Olive Lembe, qui a fait un travail de titan. 30 ans d'expérience professionnelle, le docteur Koumassa est fier d'avoir partagé son expérience. Quand on voit ça, on se dit que non, c'est pas qu'on est super, non. On se dit qu'on a fait du bon travail, les malades sont satisfaits. À travers cette campagne, Marie-Olive Lembe-Kabila veut redonner sourire à tous ceux qui sont en quête des soins.
Et puis, on marche de la journée internationale des droits des femmes sous le thème national égalité des sexes. Aujourd'hui, pour un avenir durable, la coalition de lutte contre les grossesses non désirées a organisé ce mardi un dialogue intergénérationnel sur le droit à la santé sexuelle et reproductive. C'est avec l'appui de l'organisation internationale IPAS. Ces dialogues ouverts par la ministre du Genre, Famille et Enfants avaient pour but de renforcer l'engagement pris par les gouvernements congolais ainsi que les avancées en termes d'accès des femmes et filles à l'information sur les droits à la santé sexuelle et reproductive et aux soins complets d'avortement centrés sur la femme. D'autre part, mener les plaidoyers pour l'accroissement des financements sur l'avortement sécurisé en République démocratique du Congo. Gisèle Ndaï-Lousseba a relevé les caractères paradoxaux de la question. En Afrique en général, en République démocratique du Congo en particulier, toute vie est sacrée. Il n'est donc pas permis de mettre fin à une vie soit-elle d'un fœtus ou embryon. Nos us et coutumes et nos lois condamnent toute tentative allant dans ce sens. Pourtant, les avortements provoqués en République démocratique du Congo restent largement clandestins et nombre d'entre eux ne sont pas sécurisés. Ainsi, les grossesses non désirées continuent leur bonhomme de chemin et deviennent même un fléau en République démocratique du Congo. Organisé par la coalition d'élite contre les grossesses non désirées, ce dialogue vise en clair la domestication du protocole de Maputo dans son intégralité. Pour l'ONG internationale IPAS, qui appuie ses travaux et qui lutte chaque jour pour que la femme ait accès à la bonne information sur les droits à la santé sexuelle et reproductive, cette activité est d'une importance capitale. Il est important que tous, en tant que nation, nous puissions nous engager pour la promotion des droits de la femme, pour la promotion de l'égalité et de l'équité. Ces dialogues intergénérationnels montrent l'engagement de la société civile pour améliorer la vie des femmes en République démocratique du Congo. Dans un autre chapitre, la Direction générale des recettes administratives et de participation DGRAD et la Direction générale des douanes et accises DGDA ont procédé à la signature d'une nouvelle instruction relative à la perception des recettes non fiscales encadrée par la DGRAD. Ce partenariat s'inscrit dans le cadre du protocole d'accord de coopération qui existe entre les deux régies financières. Nous sommes à la Direction générale de douanes et accises. Il s'agit de la signature du protocole d'accord de coopération entre la Direction générale des recettes administratives domaniales et des participations DGRAD et la DGDA. Ce protocole d'accord prévoit la nouvelle instruction relative à la perception des recettes non fiscales encadrée par la DGRAD et collectée par la douane à l'occasion de la souscription des formalités douanières à l'importation et à l'exportation, explique Jean-Parfait Tabala, directeur général de la DGRAD. Aujourd'hui, l'instruction qui vient d'être signée arrive à point nommé. Nous attendons des recettes importantes au niveau du commerce extérieur, au niveau de la santé et d'autres qui sont donc encadrés pour nous par la DGDA. On doit atteindre plus de 2900 milliards de recettes non fiscales et parmi ces recettes, il y a en tout cas les recettes encadrées par la DGDA qui prennent un bon pourcentage. Selon le directeur général de la DGDA, Jeanne Blandine Kawanda, la rencontre entre les deux régies financières avait pour objectif de cogiter sur la nouvelle mission du comité paritaire de suivi qui doit être redynamisée et reconstituée. Nous avons pris cette initiative de pouvoir respecter la règle et la loi qui consacre dans l'instruction que nous venons de signer. Signalons que ce protocole d'accord sur la nouvelle instruction permettra à la DGRAD ainsi qu'à la DGDA de répartir sur de bonnes bases de collaboration entre elles. Dans le registre similaire, le conseiller principal du gouverneur militaire du Nord Kivu en charge des finances, David Kamoa, a lancé lundi à Goma la 9e édition de la semaine fiscale. Elle consiste à appeler tous les agents et cadres de l'État à s'acquitter de leurs devoirs fiscaux en payant leurs taxes et impôts pour la reconstruction et le développement du pays. C'est dans le but d'appeler les agents et cadres de l'État à s'acquitter de leurs devoirs fiscaux que David Kamoa, conseiller principal du gouverneur militaire du Nord Kivu, est venu lancer la 9e édition de la semaine fiscale.
Elle a pour finalité d'amener tout le monde à contribuer aux charges publiques de l'État afin que le Nord Kivu soit une oasis de paix et de développement, a fait savoir Baouma Serenge, directeur général de la Direction générale des recettes du Nord Kivu. Ces cadres fixent les responsables des services publics et privés installés en province du Nord Kivu, ainsi que leurs agents respectifs, sur les dispositions les engageant à remplir loyalement leurs obligations fiscales, comme tous les autres citoyens vivant en province du Nord Kivu. Pour David Kamoua, qui a lancé cette 9e édition de la semaine fiscale, et cela au nom du gouverneur de province, cette campagne est d'une importance capitale. Si je peux rappeler l'importance de cette semaine fiscale, c'est que l'agent public de l'État qui vit aux mamettes de l'État a l'obligation d'être le modèle sur le plan fiscal. Et d'ailleurs, ce que je ne peux pas dire devant le public, c'est que nous devons arriver à faire de la déclaration fiscale une des obligations pour être éligible dans notre pays. Pour prêcher par l'exemple, David Kamoua est allé déclarer ses biens et payer ses impôts, suivi également d'autres agents et cadres de l'État. Cette semaine fiscale va du 9 au 16 avril 2022. La ville de Mbandaka à l'Équateur a été mouvementée depuis lundi et pour cause, la hausse du prix des frais académiques. Commencée par les étudiants de l'ISTEM Mbandaka, la situation a été généralisée entraînant la suspension du directeur général de cet établissement. Les étudiants de l'ISTEM Mbandaka ont manifesté leur mécontentement suite à la hausse de frais académiques fixée par les autorités de l'Institut en concertation avec la conférence des chefs des établissements supérieurs et universitaires de l'Équateur. Une manifestation qui s'est soldée par d'énormes dégâts suite à la répression brutale des éléments de la police nationale congolaise déployés sur terrain. La décision des autorités de cet institut ne fait que respecter strictement les institutions du ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, Mwindo Nzongi, en vue de garantir le bon fonctionnement des établissements supérieurs et universitaires, particulièrement ceux de la province de l'Équateur. Mais force est de constater que les conseillers des ministres de l'Équateur s'est versé sur un terrain non approprié. Selon le règlement qui régit les secteurs de l'enseignement supérieur et universitaire, les chefs des établissements supérieurs et universitaires sont indiscutablement nommés par les autorités au niveau national. N'ayant pas qualité, ce conseil de ministres a décidé de suspendre le directeur général de l'ISTEM Mbandaka, Putubokenga Faustin, au motif qu'il serait à la base de troupes et de dégâts causés par ses étudiants grévistes. Des accusations balayées d'un revers de la main par la conférence des chefs des établissements supérieurs et universitaires de la province de l'Équateur qui indique que tenant compte des instructions données par le patron de l'enseignement supérieur et universitaire, l'ISTEM devra d'ailleurs être déçu par rapport au montant à payer par les étudiants. Restons dans cette province. Les carnages de Djombo en 2021 avaient-ils pour mission d'effacer la tribu Mongo sur la carte de la RDC? La question se pose. Entre-temps, une plainte visant le député national Ardingombe a été déposée au bureau du procureur près la Cour de cassation pour qu'il réponde de ses actes. Cette plainte a été déposée par un collectif d'avocats accompagné des membres ressortissants du peuple Mongo, rescapés de ces carnages de malheur selon eux, orchestrés par ce député. Le groupement de Djombo, secteur dans les territoires des bassins en Koussou, dans la province de l'Équateur, a été attaqué par les Ngombe qui semblaient avoir la mission d'effacer les Mongo sur la carte de la République démocratique du Congo le 19 novembre 2021. Plus de 400 maisons ont été incendiées dans un carnage, laissant des innombrables pertes en vies humaines sans que personne n'ait été inquiété, comme dit cette déclaration. Nous, natifs de Djombo, président à Kinshasa et représentant des victimes du crime contre l'humanité causé dans le groupement Djombo, secteur de Gombalo, territoire des bassins Kosso, province de l'Équateur, venons à ce jour déposer plainte pour obtenir réparation de ces actes barbares orchestrés par le député national Ardi Ngobe Yoto et ses complices. Depuis le 19 novembre 2021, tout le village a été incendié. 400 maisons avec tous les effets brûlés. Il y a eu perte en vies humaines, des blessés graves et jusqu'à présent aucune assistance.
Les rescapés se trouvent en ce moment à la forêt. Et le député en question continue à manipuler toutes les autorités, tant au niveau provincial que local. Quelques criminels arrêtés et acheminés en Mbandaka ont été tous relâchés et crient au triomphalisme alors qu'il s'agit d'un crime contre l'humanité. De l'environnement à présent, 6 territoires dans la province du Haut-Katanga vont être reboisés d'ici fin avril grâce au financement du Fonds forestier national initié par son directeur général. C'est dans le cadre du programme du chef de l'État d'1 milliard d'arbres à l'horizon 2023. Le programme d'1 milliard d'arbres du président de la République, Félix Tshisekedi, est en train d'être concrétisé à travers le pays. Grâce au financement du Fonds forestier national initié par son directeur général, Honoré Mulumba Kalala, sous l'impulsion du vice-premier ministre et ministre de l'Environnement, F. Bazaïba. 6 territoires dans le Haut-Katanga verront le reboisement avant la fin du mois d'avril. L'ONG GTCR, plateforme de la société civile environnementale, en charge du projet, l'a affirmé aux autorités provinciales. Dans le cadre de la double vision du chef de l'État, du développement à la base de 145 territoires, mais également la vision des jardins scolaires avec la plantation d'1 milliard d'arbres à l'horizon 2023, nous sommes venus annoncer officiellement à la province le lancement dans les tout prochains jours d'un grand projet de reboisement sur les 6 territoires que compte la province du Haut-Katanga. C'est un projet que nous allons réaliser grâce à la compréhension et le leadership que nous avons actuellement au niveau de la direction générale de FFN, Fonds forestier national, qui finance ce projet dans son intégralité, mais sous l'impulsion de la vice-premier ministre ayant en charge les questions de l'environnement. On va faire ce travail. Le projet sera lancé avant la fin du mois d'avril. Ça va être un lancement officiel que nous souhaitons être présidé par l'autorité provinciale. Par ces actions, l'on peut sentir l'effectivité et la volonté de faire du directeur général du FFN, Honoré Mulumba Kalala, qui veut voir ces programmes d'1 milliard d'arbres du chef de l'État devenir une réalité. Accusé par certaines personnes de mauvaise dont les réseaux sociaux utilisant un haut gradé de la police nationale congolaise pour recruter certains étrangers afin de sécuriser son périmètre d'exploitation, la société minière de Bissonzou dément catégoriquement ces allégations. Selon Freddy Nzonga, directeur de la traçabilité dans cette société exploitant les minerais dans le territoire de Massissi, il s'agit des fausses informations car cette société minière s'acquitte de toutes ses obligations fiscales vis-à-vis de l'État. La société minière de Bissonzou suit depuis un moment des informations erronées sur elle dans les réseaux sociaux, comme quoi elle aurait recruté en complicité avec un responsable de la police nationale congolaise des éléments non identifiés au sein de la police nationale congolaise. La société minière de Bissonzou voudrait apporter les précisions suivantes face à ces allégations mensongères. Nous avons comme société minière une concession minière et des installations à Goma et dans les Massissi la concession minière qui sont gardées par la police minière des mines et hydrocarbures. Et nous avons un contrat à bonne et due forme depuis de longues années avec le commissariat provincial de la police. L'ensemble des éléments qui composent le gardien policier qui sont sur notre périmètre sont identifiés, ils sont immatriculés et marchent sur une feuille de route qui est signée mensuellement par le commissariat provincial de la police. Ils sont immatriculés, mais aussi ce sont des policiers qui sont pris en charge par l'État congolais. Et l'autre élément que nous voudrions apporter à votre connaissance, c'est que la société minière de Bissonzou s'acquitte de la taxe de gardiennage chaque mois auprès de la DGRAD pour les services que la police nationale congolaise lui rend au sein de son périmètre de ces installations ici dans la ville de Goma.
Dans un rapport publié le 6 avril et relayé par les médias nationaux et internationaux, l'organisation Minority Rights Group a affirmé que les gardes du parc national de Kahuzi-Biega et les forces armées congolaises ont commis des violations à l'encontre des peuples autochtones pygmées batois. En réaction, le chargé de communication du parc a balayé d'un revers de la main ces allégations dites mensongères. Hubert Mulongoy souligne que le parc se réserve le droit de saisir la justice. Devant la presse locale, nationale et internationale, le parc national de Kahuzi-Biega sort de son silence pour démentir des fausses allégations publiées par l'organisation Minority Rights Group, selon lesquelles le garde-parc et le FARDC auraient commis des violations contre le peuple autochtone pygmée batois vivant dans ces terres protégées. Il a construit son rapport sur base des déclarations d'un seul côté. Supposons, et cela dans ces mensonges que vous aviez affirmé qu'il y a la mort de 2 batois en 2020 dans un village Muyange se trouvant à Calais. Curieusement, le seul village Muyange que nous connaissons se trouve dans le territoire des Kabaré et là, nous vous avions prouvé qu'il n'y avait aucune personne tuée. Jusqu'où allez-vous avec vos mensonges? Cette allégation de MRG est une déclaration fausse et sans fondement. Pour les chargés des communications du PNKB, Hubert Mulongoy, ces allégations de cette organisation sont de nature calomnieuse et imaginaire et visées à ternir l'image des marques et de ses patrimoines mondiaux. Il est à noter qu'il n'y a jamais eu, il n'y a pas eu, il n'y en aura jamais d'actes de violence à l'égard des Batois en tenant compte. Là, on rappelle des titres. Fin de la mission du Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde au Nord Kivu. Ce mardi, il a accordé une audience à plusieurs couches de la société, dont les députés provinciaux. Les forces armées ont libéré ce 12 avril les 4 membres de la task force, dont Thomas Lubanga, des mains des miliciens Codeco en Ituri. Une libération rendue possible grâce à l'opération baptisée Tombeau et Vide, menée par les unités spéciales de l'armée. Dépôt par la Commission électorale nationale indépendante de son rapport annuel avril 2021-mars 2022 à l'Assemblée nationale. Il porte entre autres sur une description des activités menées et une analyse des résultats obtenus. Échange entre les journalistes de Kinshasa et l'Inspection générale des finances. Au menu, comprendre notamment l'émission de l'IGF. Voilà tout pour ce journal. Merci de votre attention exigeante. Excellente suite de nos programmes. Prenez soin de vous. L'actualité reste en continu.